Mesdames et messieurs, chers spectateurs, comme vous le savez, la finale de la 10e édition du concours d'éloquence Antoine Favre a eu lieu le samedi 6 mars dernier. Pour débuter, nous avons laissé la parole à un invité exceptionnel, puisque nous avons eu l'honneur de recevoir M. Bertrand Perrier, dont voici l'extrait. Je suis désolé de ne pas pouvoir rester pour assister aux prestations de tous les finalistes de ce concours, puisque en réalité, je suis moi-même en train de faire cours de prise de parole en public à Eloquentia, ce magnifique programme de formation à la prise de parole en Seine-Saint-Denis. Et donc, vous avez ici la promotion 2021 d'Eloquentia. Voilà. Voilà, ce sont vos frères et sœurs dans cet art merveilleux de la prise de parole en public. Et nous allons reprendre le cours dans quelques instants. Non, sans que je vous ai dit tous mes encouragements, évidemment, pour cette finale. D'abord, bravo aux organisateurs d'avoir surmonté la contrainte que constitue le distanciel pour néanmoins faire vivre la prise de parole en dépit de ces contraintes techniques, de recréer du lien au moins par la parole là où il ne peut pas y avoir de lien physique, avoir laissé perdurer le lien social par l'éloquence. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc bravo à vous d'avoir surmonté tous ces obstacles pour organiser ce concours. Bravo aux enseignants aussi, et notamment à Stéphanie Locoli, qui est au collège et qui est une grande passionnée, je le sais car nous sommes en contact régulier de prise de parole en public, et qui transmet sa passion aux élèves du collège, puisque vous allez avoir des collégiens également qui vont prendre la parole devant vous, et je veux leur dire mon admiration exceptionnelle, parce que vraiment ce qu'ils vont faire pour vous montrer leur amour de la parole est totalement exceptionnel. Ce sont des jeunes gens qui méritent vos encouragements et votre admiration. Donc véritablement, je veux saluer l'engagement de Stéphanie Locoli, et puis évidemment les élèves de l'université de Chambéry qui vont montrer leur passion aussi de la parole. Ils font des formations juridiques, et évidemment les métiers du droit sont tous majoritairement des métiers de parole, et donc nous sommes tous frères et sœurs de cette éloquence, de cette recherche du mot juste. Et donc je vous souhaite une merveilleuse finale. Vous devez normalement à ce moment-là avoir peur. Je vous dis que c'est normal, et il n'y a pas de bonne parole sans stress. Il n'y a pas d'éloquence véritable sans une petite forme d'angoisse qui doit vous étreindre au moment où vous prenez la parole, mais qui va se transformer très vite en adrénaline et en énergie pour transmettre vos idées, pour transmettre vos sentiments, pour transmettre vos passions, parce que c'est en cela que la parole est un miracle permanent. C'est qu'elle nous permet, malgré la distance, malgré les masques, malgré les ordinateurs qui nous séparent, de faire vivre notre communauté, de faire vivre notre société dans le partage des idées, dans le partage des convictions. Et donc, je vous souhaite vraiment d'être dans la sincérité, dans l'authenticité de la prise de parole. La prise de parole, elle n'est belle que si elle est dans l'authenticité, dans la sincérité. Et je vous souhaite donc d'être dans ces valeurs qui sont celles aussi que nous retrouverons une fois que nous pourrons nous voir pour de vrai. Et que l'année prochaine, peut-être à Chambéry, tous ensemble, nous nous retrouverons pour partager l'amour de la parole. Je vous souhaite vraiment une très très belle après-midi. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible, et avec tous les élèves d'Eloquentia, on vous souhaite une après-midi éloquente, sincère, bienveillante, convaincante, persuasive, c'est-à-dire tout ce qui fait le miracle de la parole. Bon après-midi à tous. Il y a 10 ans, une joyeuse bande de copains du Master de droit des affaires de la faculté de Chambéry, et notamment Madame Pernet-Vincent et Monsieur De Almeida, se sont lancés un défi un peu fou. Créer le premier concours d'éloquence à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et nous voici, 10 ans plus tard, à assister au replay de la finale de cette 10e édition un peu particulière, et qui, je pense, restera dans les mémoires, tant par son format, par le nombre de participants, par l'enthousiasme des étudiants et la mobilisation exceptionnelle de nos partenaires et de l'ensemble des personnes qui ont œuvré
pour ce concours. Parsemé quelquefois de légers problèmes techniques, la qualité de cette finale en direct n'a jamais été altérée. Lorsque nous avions débuté la préparation de ce concours, il y a maintenant plusieurs mois, nous étions confinés, apprentis scientifiques, apprentis épidémiologistes, à concevoir le premier concours entièrement à distance. Nous voilà donc arrivant devant les instances de direction de la faculté de droit de Chambéry pour proposer ce projet ambitieux. Cette faculté est une faculté à taille humaine. Elle a à cœur de soutenir ses étudiants encore plus aujourd'hui. Je tiens à remercier particulièrement notre doyen, Monsieur Bruno Berthier, président du jury, qui, par sa gentillesse, sa disponibilité et son investissement, permet à des projets étudiants comme celui-ci de naître et de perdurer. Sa porte nous est toujours ouverte et son attachement remarqué à la faculté de Chambéry nous fait sentir, nous, étudiants, d'autant plus fiers d'appartenir à la faculté. Notre master de droit des affaires est dirigé par Madame Mota Rébolon. Sachez que c'est une directrice de master formidable. Elle est toujours présente pour ses étudiants, pour nous soutenir, pour nous rassurer, pour les cours, pour l'alternance, car oui, notre master se déroule en alternance. Je tiens également à remercier Monsieur Florent Viau, vice-doyen aux affaires générales de la faculté de droit de Chambéry, qui a longtemps dirigé ce master et qui porte ce concours d'éloquence très à cœur. C'est aussi l'ensemble des enseignants de l'université qui se sont mobilisés pour la réussite de ce concours et qui n'ont pas hésité à répondre présent tout au long de celui-ci. Je tiens à remercier particulièrement Monsieur Damien Bouvier qui nous a honorés d'être le président du jury des auditions et sur qui nous avons toujours pu compter. Originalité de cette année, les 41 participants ont pu suivre une formation à distance portée par Madame Stéphanie Locoli. C'est une enseignante de lettres et d'art oratoire au collège Henri Bordeaux de Cognin, qui est en partenariat avec la faculté de droit et l'université Savoie-Mont-Blanc. C'est l'une des plus belles rencontres de ce concours. Elle a marqué par sa bienveillance, par son investissement. Elle a permis à des étudiants, pour la majorité novices en éloquence, en leur redonnant confiance et en donnant la parole aux étudiants. Et nous lui en sommes très reconnaissants et nous la remercions pour son soutien. Lors de la présentation de ce projet, de nombreux partenaires se sont immédiatement mobilisés et ont apporté leur soutien, un soutien indispensable. Je tiens à citer particulièrement Madame Gasque-Mizian, Madame Anaïs Leveillé et l'ensemble du club des entreprises de l'université Savoie-Mont-Blanc, ainsi que Monsieur Jacques Debuire et Madame Claire Donzel, qui sont coprésidents de la belle association La Cause des Femmes. Enfin, je dois remercier une personne sans qui ce concours n'aurait pas pu connaître cette réussite. C'est Monsieur Nemo Jeanvoy, le vice-président de l'association Juris Entreprises, qui a toujours répondu présent et qui, par son ambition et son perfectionnisme, et surtout sa détermination sans faille, ont permis à l'aboutissement et on peut le dire à la réussite de cette 10e édition du concours d'éloquence Antoine Fabre. D'ailleurs, c'est lui qui a animé la finale. Vous le voyez, avec le soutien essentiel de nombreuses personnes, nous avons réussi à mener à bien ce projet. Il est temps désormais de laisser la parole aux étudiants. Vous allez pouvoir aujourd'hui assister en replay à l'aboutissement de ces heures de préparation et découvrir les prestations
ou redécouvrir d'ailleurs les prestations des candidats. Donc je vous laisse avec le vice-président Nemo Janvois qui a animé ce concours et je vous souhaite un bon visionnage ou revisionnage de cette finale. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, membres du jury, messieurs les participants, chers spectateurs, on me fait signe par le courriel qu'il y a un moment très agréable sur la YouTube. Notre officier est actuellement en train d'essayer de régler le problème. D'abord, j'essaie d'être le plus clair et distinctif possible, car c'est à moi qu'il revient d'ouvrir au final ces PCP. En premier lieu, nous aimerions remercier ainsi tous nos partenaires. Tous ces partenaires qui ont perdurer pendant tous ces partenaires qui permettent encore aujourd'hui de perdurer. Nous aimerions également remercier tous les participants, notamment les participants du premier tour, ces 15 étudiants qui ont gravé la locaux et qui ont soutenu la parole avec brio pour des prestations, disons-le, constantes. Nous aimerions également remercier chaleureusement Access Professeur, que vous ne voyez pas, qui est derrière l'ordinateur, et qui a permis à ce concours de se dire dans ces conceptions qui permet beaucoup d'avantages préparatoires vers la sélection sanitaire. Enfin, nous aimerions remercier et vous présenter, chers spectateurs, notre très beau jury. Cette année, le jury est composé de Florent Bio, maître de conférence ici, doyen du secrétaire général de la faculté de droit de Chambéry. Monsieur Charles, gouverneur de la et président du conseil de cour d'appel de la faculté de Chambéry. Madame Mota Aré-Paulon, maître de conférence, directrice du master droit des affaires et du département droit de la faculté de droit de Chambéry. Maître Alain Marter, avocat, ancien bâtonnier et représentant de l'ordre des avocats de Chambéry. Madame Claudia Seymour, professeure à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève, et ancienne enquêtrice et conseillère en protection des droits de l'homme auprès de l'Organisation des Nations Unies. Et enfin, Monsieur Bruno Berthier, maître de conférence et doyen de la faculté de droit de Chambéry, qui nous fera d'ailleurs l'honneur de présider ce jury. Monsieur Berthier, si vous le voulez bien. Cher Nemo, cher vice-président, chère Eline, chère présidente de l'association Juristes Entreprises, je voudrais avant toute chose vous dire mon admiration et puis par conséquent vous féliciter pour cette organisation sans faille vraiment d'une 10e édition d'un concours d'éloquence Antoine Favre online, en quelque sorte. Antoine Favre, à la charnière du XVIe et du XVIIe siècle, était un moderne. Eh bien, vous êtes moderne, vous aussi, en ayant organisé, donc, sous son patronage, un concours d'éloquence à l'aide de cette technologie qui nous est désormais complètement habituelle depuis que nous sommes sinon confinés, du moins empêchés dans notre quotidien par des couvre-feux et d'autres mesures de ce type-là par la faute d'un méchant virus. Alors je suis un doyen comblé de noter la participation vous l'avez souligné, la participation d'une quarantaine d'étudiants à un rendez-vous annuel qui est devenu donc un classique, des événements organisés par l'ensemble des associations étudiantes au sein de l'université Savoie-Mont-Blanc. Alors c'est vrai qu'il en est de l'ADN de notre faculté de cultiver des liens étroits avec le monde des professionnels du droit, de la région et donc notamment du monde judiciaire, puisque certains représentants de ce microcosme comptent parmi les membres du jury cet après-midi, et notamment les membres des barreaux du ressort, ce qui explique d'ailleurs combien s'avère depuis de nombreuses années maintenant assez nombreux, effectivement, les anciens étudiants de cette faculté à avoir embrassé de telles carrières qui les font aujourd'hui regarder comme des acteurs de ce monde judiciaire. Mais quel que soit le domaine dans lequel œuvrent les juristes, et notamment
les anciens étudiants de cette faculté de droit, qu'ils œuvrent dans le monde de l'entreprise, dans le monde des collectivités territoriales, peu importe, eh bien, ces professionnels du droit sont des professionnels du verbe, en réalité, qu'ils utilisent une plume ou qu'ils utilisent voilà, la parole, l'éloquence orale. Alors, l'éloquence, la rhétorique, disait-on naguère, chère à ces auteurs grecs, et notamment quand on parle de rhétorique, comment ne pas faire référence à Isocrate. Donc la rhétorique n'est pas qu'une science du beau langage, c'est aussi une science de la pensée, c'est une science de la formation, de la pensée, de la synthèse, et les brillants candidats de cette finale vont nous le montrer, que dis-je, vont nous le démontrer. Voilà, ben je vous remercie de m'avoir accordé voilà, l'honneur de présider ce jury, et je crois qu'il est temps de laisser justement agir nos brillants candidats et nous montrer donc voilà, toute l'étendue de leur art oratoire. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ces quelques paroles qui nous vont droit au cœur. Cher public, je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet. Cette finale, pour rappel, s'articulera autour de 2 joutes de plaidoirie. Nos 4 plaideurs ont été répartis en 2 binômes et devront défendre une opposition qui leur a été imposée. Le camp du pour affrontera donc le camp du contre. Par principe, c'est le camp du pour qui commence. Le premier plaideur aura donc 10 minutes pour déclamer sa plaidoirie. Viendra ensuite le second plaideur pour un temps identique. Et à l'issue de ces 2 plaidoiries, chaque plaideur aura un droit de réponse de 2 minutes maximum. Alors sans plus attendre, le moment que vous attendez tous, la présentation de nos 4 champions, de nos 4 orateurs arrivés premiers des 41 participants de la première phase de ce concours. S'affronteront donc lors de la première joute et sur le sujet « L'intelligence artificielle est-elle un gain pour la justice ?» Madame Afaf Tijaï, en 2e année de licence de droit, qui défendra le pour, et Monsieur Erwan Demeter, en 2e année de licence Histoire, Sciences politiques et droit, qui défendra le contre. S'affronteront ensuite pour la seconde joute et sur le sujet « La sécurité doit-elle primer la liberté ?» Monsieur Laurie Crater, étudiant à l'Institut d'études judiciaires, qui défendra le pour, et Madame Camille Demeure, étudiante en 3e année de licence de droit, qui défendra le contre. Je laisse donc la place à notre premier binôme. Madame Tijaï, puisque vous défendez le camp du pour, c'est à vous que revient le plaisir de débuter cette joute. Je vous laisse donc la parole. Lors d'une conversation mondiale sur l'intelligence artificielle tenue à l'UNESCO, j'ai trouvé cette analyse de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, très éclairée. Nous sommes probablement dans un moment comme l'histoire humaine en compte peu. Un moment comparable à l'introduction de nouvelles technologies agricoles qui a fait entrer l'humanité dans le néolithique. Comparable à l'introduction et la diffusion de l'imprimerie dans l'Europe du XVIe siècle. Une révolution technologique et en même temps donc une révolution anthropologique. Alors, ceux qui croient encore à ces idées de démiurgie où la machine va détrôner, éclipser l'homme, style Skynet, Terminator, je leur réponds qu'il a fallu attendre plusieurs années après le décryptage de la machine Enigma par Turing pour qu'une machine puisse battre un homme. 1997, Deep Blue contre Kasparov aux échecs. Puis, d'autres années encore, 2015, AlphaGo contre le meilleur joueur de Go. Il ne s'agit plus d'avoir peur, mais d'être conscient que l'intelligence artificielle est déjà dans notre réalité. Oui, elle est présente partout. Encore ce matin, j'ai demandé à Siri si j'allais gagner ce concours. Il m'a répondu « Désolé, je ne suis pas une boule de cristal ». Aujourd'hui, il n'est plus question de se demander s'il y a intérêt à introduire l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice, puisqu'elle a officiellement fait ses entrées en 2020. Pour vous en convaincre, il vous suffit de consulter le décret DataJust, publié le 27 mars 2020. Non. La question primordiale qui nous anime ici, Monsieur le Président, chers membres de jury, est de savoir si l'intelligence artificielle est un gain pour la justice. Par des faits, des éléments,
que je vais vous démontrer. J'affirme que l'intelligence artificielle est un gain pour la justice plus qu'autre chose. En premier lieu, l'intelligence artificielle améliore l'accès d'égalité aux droits des justiciables et l'égalité de traitement. En effet, l'accès à la justice par le biais de l'intelligence artificielle s'avère être pour le justiciable une sécurité juridique. Je m'explique. La sécurité juridique est un pléonasme, comme le dit le professeur Jean Boulouis. C'est une formule qui sonne comme une sorte de redondance, tant il est évident que le droit qui n'assurerait pas la sécurité de ces relations cesserait d'en être un. Mais paradoxalement, pour des raisons diverses, il existe des variations dans les décisions de justice qui créent ainsi des aléas judiciaires. Des dispositifs comme la collégialité et la jurisprudence sont mis en place pour contrer ces aléas, mais restent néanmoins insuffisants. Là où l'intervention de l'intelligence artificielle est complémentaire pour parfaire ces cadres mis en place, c'est qu'elle permet d'asseoir la garantie d'une justice fiable reposant sur l'égalité et la certitude. Comment ? En uniformisant les réponses juridiques, en répondant à une situation identique par une solution juridique identique. Ainsi, elle renforce cette sécurité juridique. Exemple. En droit de la responsabilité civile, les victimes, selon leur situation sociale, leur situation financière, n'ont pas les mêmes possibilités de recourir à l'expertise et au droit. Et donc ne bénéficient pas d'une égalité de traitement dans la réparation des dommages corporels. Bien entendu, il existe la nomenclature d'un TILAC, mais grâce à l'optimisation de l'information faite par l'intelligence artificielle, cela permet de traiter les justiciables sur un pied d'égalité. Aussi, elle permet de prévoir une solution donnée à un litige à partir de ce que l'on appelle la justice prédictive. Le professeur Frédéric Rouvière l'a défini comme une version moderne de la boule de cristal. Mais je ne suis pas d'accord avec cette image, car selon moi, la justice prédictive ne fait pas des prédictions, mais des prévisions sur des données passées pour connaître la probabilité d'une solution donnée. Donc, paradoxalement, à cette vision de boule de cristal, cette justice prédictive est plutôt dans une prévision d'une décision future, mais avec des données du passé. En second lieu, l'intelligence artificielle remédie à cette critique de la lenteur de la justice. En effet, en intervenant en amont par l'accélération des traitements de masse, elle fait gagner en fluidité dans le traitement des procédures et donc permet de fournir une réponse plus rapide. La publication en open data des décisions autorisées par la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 a été modifiée par le décret du 29 juin 2020, où il est prévu, entre autres, la diffusion des décisions de la Cour de cassation planifiée septembre 2021 et les décisions civiles, sociales et commerciales à l'échéance du premier semestre 2022. Cela signifie que les applications dites d'intelligence artificielle en droit, les legal tech, lors d'une instruction d'un dossier, par exemple, vont assister le juge dans sa prise de décision en le tenant informé de tous les jugements rendus par les tribunaux français dans des affaires similaires. DataJust, que j'évoquais tout à l'heure, utilise par exemple, pour des préjudices corporels, un système d'algorithme qui extrait automatiquement des décisions judiciaires pour recenser les montants d'indemnisation accordés aux victimes. Mais attention, comme le dit le secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, que je cite, « L'intelligence artificielle ne livre pas des décisions de justice, elle apporte des solutions. Cette technologie constitue un remède à la lenteur de la justice et favorise l'accès à la justice et à l'information. Enfin, l'intelligence artificielle est aussi un auxiliaire pour le professionnel du droit, elle le complète. C'est ce que fait Predictis, qui par exemple, en analysant des jugements au prud'homme, peut prévoir l'indemnité de licenciement d'un salarié. Il faut savoir qu'un algorithme peut lire plus de 70 000 décisions en quelques millisecondes. Donc, pour le professionnel du droit, ce travail d'analyse
de données jurisprudentielles et légales est un élément très avantageux pour établir des stratégies juridiques et judiciaires. Dernièrement, le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, a dit vouloir, et je cite, « restaurer la confiance de nos concitoyens dans la justice ». C'est le but du projet de loi de réforme de la justice qui a peut-être pour nom « Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire ». Mais ne vous méprenez pas, je ne parle pas de cette idée de l'intelligence artificielle qui standardise une solution donnée, et je ne suis pas d'accord, je la rejette par cette démonstration. Contrairement aux 50 000 documents de Jurica Jurinet, l'intelligence artificielle, en analysant des millions de documents juridiques, nous donne une version plus large de l'interprétation des textes. Et donc, il n'y a pas de standardisation de solutions juridiques, mais une certaine cohérence dans les jugements. Certes, il a été constaté aux États-Unis des biais discriminatoires dans les algorithmes qui pénalisent les minorités ethniques. Si l'intelligence artificielle, par sa neutralité, démontre les failles d'un système juridique, c'est parce que finalement, elle est notre miroir. Elle ne fait qu'entre autres refléter les biais cognitifs de l'homme. Mais n'est-il pas là l'occasion de pouvoir corriger ces différences de traitement juridique? Jean Giraudoux disait que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Alors, ne jouons pas la carte de la justice traditionnelle contre l'intelligence artificielle. Évitons de rentrer dans la technophobie, mais utilisons les intérêts que l'intelligence artificielle apporte au monde judiciaire. Pour finir, permettez-moi d'emprunter cette phrase politique de Jacques Chirac pour la formuler ainsi. L'intelligence artificielle n'est pas seulement l'art du possible. Il y a des moments où elle devient l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Je vous remercie, Madame Tijahi. Monsieur Demeter, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs les jurés, chères contradictrices, chers publics, pour reprendre les mots de Cicéron, c'est le propre de l'être humain de se tromper. Et je rajouterai à cela que de nos jours, c'est aussi le propre de la machine. Et cela se vérifie. Aux États-Unis, des algorithmes utilisant l'intelligence artificielle sont utilisés pour évaluer les risques de récidive des détenus. Et des erreurs, il y en a. Car en effet, on observe que ces algorithmes défavorisent largement les Afro-Américains dont le risque de récidive est souvent surévalué par rapport à des détenus blancs. À l'évidence, on constate l'échec d'une telle mesure. Dans la théorie, cette technologie a tout d'un gain pour la justice, car cela revient à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine, et donc constitue une aide complémentaire forcément profitable. Il faut à ces machines deux choses. La première, un algorithme, c'est-à-dire une suite de calculs qui fonctionnerait comme un cerveau. Et la deuxième, des données, qui représenteraient les connaissances acquises, qui seraient alors traitées par cet algorithme. Au regard du prisme de la justice, l'intelligence artificielle commence à faire son entrée. Que ce soit les robots avocats aux États-Unis ou les robots juges en Chine, l'immixtion de la machine dans le système judiciaire est indéniable. Son usage est principalement d'analyser de grandes masses de jurisprudence et par le jeu des statistiques et des probabilités d'apporter une aide à la prise de décision des professionnels du droit. Par ailleurs, l'usage de l'intelligence artificielle dans son acception juridique permet uniquement d'analyser l'ensemble des décisions de justice prises dans le passé pour déterminer la probabilité de succès d'une affaire juridique à venir. De nos jours, il n'est pas question de déléguer à des robots des prérogatives prétoriennes comme rendre un jugement ou de créer du droit. En tout cas, pour l'instant. De ce fait, à tout point de vue, il semble que l'usage de l'intelligence artificielle soit un gain pour la justice. Pourtant, cet outil analytique peut nourrir le fantasme d'un outil automatique, a priori gage de qualité.
et qui reléguerait l'intervention humaine à une simple valeur consultative. Il ne faudrait pas oublier, comme le souligne en 2018 maître Jean-Claude Marin, le procureur général près la Cour de cassation, en matière de justice, la dimension humaine est souvent irréductible à la froideur de l'équation mathématique. Concernant cette dernière phrase, j'essaierai de vous démontrer sa véracité tout au long de ma plaidoirie et je tenterai de vous convaincre que la justice n'a rien à gagner en utilisant l'intelligence artificielle et je dirais même que cette technique a tout d'un préjudice. Plusieurs arguments vont appuyer mes propos. Le premier, et selon moi le plus important, est l'usage d'une justice prédictive qui induit forcément un parti pris empirique. En effet, l'avènement de l'intelligence artificielle permet l'apparition d'un mode de jugement nouveau, la justice prédictive. Pour le professeur Bruno Dondero, c'est tenter de prédire, avec le moins d'incertitude possible, ce que sera la réponse de la juridiction X lorsqu'elle est confrontée au cas Y. Et comme l'a rappelé ma chère contradictrice, pour le professeur Frédéric Rouvière, c'est une version moderne de la boule de cristal, mais qui est ici savamment remplacée par les cristaux liquides de l'écran d'ordinateur. Cette justice prédictive a plusieurs défauts apparents, au premier plan desquels le conformisme des juges à ce qui a déjà été jugé, et puis le manque de justification des décisions rendues. En l'occurrence, cette technologie, dans son usage juridique, fonde son analyse sur une proximité maximale des décisions rendues dans le passé. La dérive possible de cet usage est une homogénéisation de la jurisprudence. Cela conduirait inévitablement à produire une doctrine conservatrice qui passerait outre les évolutions sociales de la société, car cela rendrait impossible les revirements de jurisprudence qui sont toujours à l'origine des avancées progressistes. Pour ne citer qu'un exemple, c'est un revirement de jurisprudence dans un arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 1990 qui a permis la reconnaissance du viol conjugal autrefois écarté en raison de l'obligation de communauté de lit. Par ailleurs, la justice prédictive pourrait avoir pour effet premier de dissuader des personnes de recourir à un juge pour régler un litige dont la solution apparaîtrait prévisible. Les défenseurs d'une telle mesure diront que cela est bénéfique à la justice, puisque cela, au fond, favoriserait le désengorgement des tribunaux. Toutefois, il convient de rappeler que le droit n'est pas optimisable et que le justiciable n'est pas seulement un client, il est aussi un citoyen qui a fondamentalement le droit d'avoir recours à la justice. De surcroît, il est intéressant de constater qu'une technologie aussi moderne, aussi progressiste, n'est rien de plus qu'un travail de rétroviseur, tourné vers les jurisprudences passées. Or, chaque affaire est individuelle et ne peut se résumer à la décision de justice d'une affaire similaire passée. Alors, force est de constater que l'intervention humaine est indispensable à l'évolution du système juridique, car au fond, le droit est avant tout une science humaine et sociale, et non une science formelle. La diversité et la complexité du comportement humain ne peut se limiter à une suite de calculs sans risquer d'être erroné. Ce dernier point est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de droit pénal. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour juger une affaire remet complètement en cause le principe d'individualisation de la peine qui, depuis une décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2005, a valeur constitutionnelle en le rattachant à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce principe d'individualisation de la peine confère une vision humaniste de la justice pénale, en fondant un jugement sur la base d'éléments objectifs de la personnalité de l'individu, et non sur des statistiques calculées par une machine et qui rangeraient forcément l'individu dans une catégorie de délinquance. Alors oui, certes, de nos jours, l'utilisation d'une telle technologie dans le domaine du droit
est avant tout complémentaire au travail du praticien. Mais cette automatisation induite par le numérique risque de rendre floue la frontière entre l'outil d'aide à la décision et la décision elle-même. Dans l'hypothèse où un procédé technologique aide le juge dans la prise de sa décision, comment être sûr de l'impartialité du juge lorsque celui-ci est réduit à n'être plus que la bouche du robot? On voit bien que même dans une optique de complémentarité, le travail de la machine apporte une part de flou qui est préjudiciable au bon fonctionnement du droit. Si on laisse les algorithmes prospérer sans les contrôler, ils pourraient notamment se substituer au travail du juge. Le contrôle semble alors le maître mot pour réguler cette technologie afin d'éviter toute dérive et s'assurer qu'elle reste un outil au service de l'intérêt général. De ce fait, il n'est pas étonnant de voir le Conseil de l'Europe adopter une charte éthique concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires le 8 décembre 2018, ou bien de voir le Conseil d'État adopter une déclaration de régulation et de contrôle de cette technologie le 6 juillet 2020. Alors oui, on ne peut que se réjouir que de telles mesures soient prises pour protéger la justice des dérives possibles du progrès technique. Mais pensez-vous sincèrement qu'il est préférable de se protéger des conséquences plutôt que de s'intéresser aux causes à l'origine de ce problème? La réponse est évidente. Par conséquent, l'usage de cette intelligence agit comme un simple artifice et s'emploie comme la solution à la réforme et à l'optimisation de la justice. Pourtant, il ne faut pas oublier que cette technologie n'est que la création de l'homme et s'accompagne nécessairement de ses propres erreurs qui font ce que nous sommes. Merci. Je vous remercie, Monsieur Demeter. Madame Tijahi, vous disposez maintenant d'un droit de réponse de 2 minutes. Madame Tijahi, si je puis me permettre, votre micro est coupé. Excusez-moi. Suite aux arguments que mon cher confrère a présentés, je ne vais résumer en une seule phrase. L'intelligence artificielle est un outil complémentaire, comme vous l'avez déjà décrit, mais seul le juge prend la décision. Donc le juge est maître et souverain de sa juridiction. Donc concernant la jurisprudence, il y en aura toujours de nouvelles suite à de nouvelles situations. Maintenant, vous avez parlé justement de la charte éthique qui a été établie par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, donc efficacité de la justice, et qui a été adoptée par le Conseil de l'Europe le 8 décembre 2018. On y trouve notamment le respect des droits fondamentaux, les principes de non-discrimination, la qualité et sécurité dans le traitement des données, la transparence, la neutralité et l'intégrité intellectuelle. Donc, vous parliez justement de correction. Bien sûr, dans la technologie, il y aura toujours des corrections, mais si on ne permet pas la technologie d'avancer, que ce soit dans la justice ou autre, on n'en serait pas là à l'heure actuelle en train de faire une conférence en visio. Comme je le disais tout à l'heure, ne rentrons pas dans la technophobie. Bien sûr qu'il y aura des garde-fous, comme il y a la Cour de cassation qui vérifie les jugements des juges du fond ou de la Cour d'appel. Laissons la technologie avancer et donner des intérêts à la justice et utilisons-les pour améliorer justement la justice. Au nom des contribuables et justicières. Merci. Je vous remercie, Madame Tijahi. Monsieur Demeter, vous avez désormais la parole pour votre droit de réponse. Chère contradictrice, je dois bien avouer que je suis navré de ne pas vous avoir convaincu. À l'évidence, vous considérez que l'intelligence artificielle est comme un marteau, et vous estimez que tous ces problèmes sont des clous. Or, dois-je vous rappeler que la justice n'est pas uniforme? Il ne suffit pas d'un simple outil pour espérer améliorer le droit. User de cela pour résoudre des litiges revient à s'appuyer sur des modes de résolution, s'appuyant sur des moyennes statistiques. Pour reprendre les travaux du mathématicien et sociologue Adolf Kettler, il n'y a rien de mieux que de bon que cet homme moyen vers lequel la société devrait tendre. Mais quel ennui
Ce qui est plus intéressant que la moyenne d'une courbe, ce sont ses extrémités. Alors, laissez-moi vous poser une dernière question. Pensez-vous qu'il est possible de situer dans une moyenne une affaire judiciaire dans toute sa singularité? Ayez simplement en mémoire qu'il advient fréquemment qu'une règle de droit pose un principe qu'elle a sorti immédiatement d'exception. Merci. Eh bien, chers plaideurs, je vous remercie pour cette qualité. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers téléspectateurs, les analyses sont soulevées dans un câble. On m'a parlé que certaines vidéos, certaines images ne s'affichent pas à l'écran. Sachez même que chaque membre du jury voit et entend chaque. Il n'y a donc aucun souci là-dessus, évidemment, notre plaideur est en train de régler le problème. Également, permettez-moi de vous respecter ces membres du jury que je crois que vous n'avez pas entendu correctement. Nous avons commencé M. Florent Guillot, qui est donc maître de conférence et vice-doyen de l'affaire générale de la faculté de droit de juridique. M. Gérard gouverneur de la SACLOS et président et conciliateur du juge de la Cour d'appel juridique. Madame Nathalie, maître de conférence, directrice du master de droit des affaires, du master en droit des affaires, ainsi que du département de droit de la faculté de droit de juridique. Maître Alain, avocat, ancien maçonnier et représentant de l'ordre des avocats juridiques. Madame Vanessa, professeure d'intitulé des études internationales de développement de Genève et ancienne enquêtrice et conseillère en protection des droits de l'homme de l'ONU. Et enfin, notre président, M. Bernier, de notre conférence et ancien de la faculté de droit de juridique. Écoutez, nous allons intituler ces plaidoiries, cette première journée qui est passée maintenant, nous avons marqué un parcours de route. Pendant ces pauses, nous vous proposons de vivre les prestations de deux élèves du collège Henri Bremière, qui ont été entraînés par Mme Stéphanie Beaury. L'association des entreprises a présenté Anaïs, dont le sujet est parler des s'agir, ainsi que Sabri, dont le sujet est le couvre-feu vous affranchit en de liberté. Nous vous souhaitons donc un bon visionnage. La parole est un sport de combat. Ce titre de l'ouvrage de Bertrand Perrier souligne à lui seul la relation entre l'acte de la parole et la métaphore du combat. En effet, la parole est bien ce qui fait qu'on débat, qu'on échange des idées. Elle est en mouvement, elle nous permet de nous exprimer. Cependant, débattre, comme l'indique le suffixe privatif « des », indique aussi le refus de se battre. Pour laisser place à un échange argumentatif, à une parole régulée, entre débatteurs, et à une écoute plus active. L'apprentissage de la parole passe nécessairement par un apprentissage de l'écoute. Dans cette perspective, l'on pourrait se demander si parler est agir. Dans un premier temps, je vous montrerai que la parole est action. Une arme massive qui certains dans les médias manient avec brio. Cependant, cet instrument oratoire a aussi ses limites. Et cette même parole peut très vite être associée à la manipulation. La parole est en soi une action. Étymologiquement, le verbe parler vient du bas latin parabolare, signifiant s'exprimer. Il correspond donc pleinement à l'acte de dire. En soi, par essence même, la parole est donc action, puisqu'elle traduit un état d'activité. La nature même du mot est donc une invitation à agir, par opposition à se taire. Se taire, c'est rester dans un état de passivité des plus totales. D'ailleurs, mesdames et messieurs les membres du jury, spectateurs, auditeurs, quelle serait votre réaction si au détour d'un chemin plongé dans vos pensées, vous n'avez qu'à l'esprit le pas pressé, celui de vous rendre chez vous pour ce fichu couvre-feu qui nous rend à sang et à feu. Vous regardez au loin, toujours les yeux fixés sur vos pensées, et vous tombez avec consternation sur un petit garçon se faisant frapper avec détermination. Il a le visage blême, creusé, il est à terre, vêtu de rouge et de sang. De votre aide, il a besoin. Alors, comment intervenir? Frapper à votre tour ne va pas abréger ses souffrances. Avec le mot juste, vous pourrez faire de votre présence pour lui une chance, sa délivrance. Car la violence ne résout rien, mais le bon mot peut amener bien plus loin.
Alors oui, mesdames et messieurs, les membres du jury, je vous le dis, la parole est une force. C'est elle qui nous permet de soulager nos maux. C'est elle qui permet encore d'exprimer nos pensées. C'est elle toujours et particulièrement en cette période sanitaire qui est porteuse d'un véritable lien social car elle nous relie les uns aux autres. En ce moment même, je m'exprime devant vous. J'aurais bien pu me contenter de regarder cette finale, bien au chaud avec mon plaid sur mon canapé, comme certains le font actuellement. Quelle lâcheté! Quelle lâcheté de votre part de céder à l'inactivité en vous affalant sur le canapé. Mesdames et messieurs les membres du jury, moi, je préfère agir, sortir de ma zone de confort, de mon pyjama, de ma couette. Oublier les crêpes par un temps pluvieux, la raclette par un temps capricieux. Me mettre debout et dire oui. Dire encore que la parole est action, car elle permet de bousculer les consciences, de changer le monde. Qu'on songe en effet à toutes les fois et à toutes ces réformes qui ont été votées au cours de ces dernières années. Des personnes ont libéré leur parole, ont défendu, ont plaidé pour que certains agissements cessent, pour que certaines lois soient abrogées. On pourra penser par exemple à Victor Hugo, qui s'écria à l'Assemblée constituante le 15 septembre 1848 « Partout la peine de mort est prodigiée. La barbarie domine. Partout la peine de mort est rare. La civilisation règne. » Et il poursuit. « Je suis monté à cette tribune pour vous dire un seul mot. Un seul. Un mot décisif, selon moi. Ce mot, le voici. Je vote l'abolition, pure et simple, et définitive, de la peine de mort. » Ici, la reprise anaphorique montre bien que parler c'est agir, bien plus même convertir. C'est ainsi que les femmes se sont battues pendant presque 100 ans pour enfin avoir le droit de vote. Elles ont porté leur voix sans jamais cesser ce combat. Emmeline Pankhurst le disait elle-même, les femmes n'ont aucun droit, si ce n'est de trimer le silence. Et c'est grâce à toutes ces femmes, dévouées, qui ont utilisé leur voix comme une force, qu'aujourd'hui, toutes les femmes de France ont le droit de vote. Néanmoins, s'il résiste bien un pouvoir de la parole, cette dernière a des limites. Parce qu'elle est fait face à des détraqueurs, à des personnes qui l'utilisent à mauvais escient. Et si nos actes ne sont pas coordonnés avec notre parole, alors elle n'a aucun sens. La parole n'est malheureusement pas toujours utilisée à bon escient. Si la parole peut être action par son pouvoir de conviction, elle peut aussi servir à la manipulation. Étymologiquement, le verbe manipuler vient du latin manipulus, manus signifiant la main. Cette même poignée de main que l'on tend à quelqu'un comme un geste de communication, effectué en guise de salutation. De remerciement, d'accord. Et j'ai cru naïvement que les gestes barrières ou les poignées de main n'existent plus, que la manipulation allait disparaître elle aussi. Mais quelle erreur! Puisqu'un discours a parfois des effets pervers, et la manipulation est une forme de perversité, de violence qui consiste à paralyser le jugement pour forcer l'adhésion. Nous sommes en guerre, oui, en guerre, contre ces paroles qui s'appuient sur les émotions, la séduction, qui est une forme de manipulation, ou sur le mensonge lui-même. Par le mensonge, l'amalgame ou la ruse. Ce type de manœuvre existait déjà au Moyen-Âge. On disait la rumeur que les Juifs empoisonnaient le puits lors de la peste noire, ce qui provoqua un véritable massacre. Avec la nouvelle technologie, les fausses informations, la parole est amplifiée et les rumeurs circulent beaucoup plus vite et sans en vérifier le bien fondé et sa vérité. Ainsi, certains se servent de la parole pour diffuser une véritable propagande. Cette dernière est utilisée pour faire accepter une opinion qui n'est pas forcément partagée
par toute une population. Qu'on songe avec effroi à la Seconde Guerre mondiale, au régime de Vichy. Qu'on songe aussi aujourd'hui à toutes ces théories du complot que l'on nomme complotistes, qui sont là pour alimenter un climat de tension, de peur, de crainte. Et dans cette perspective, mesdames et messieurs les membres du jury, il devient très difficile de prouver, de s'y retrouver. Ainsi, mesdames et messieurs les membres du jury, je dirais donc que oui, parler est agir. Puisque la parole étant qu'acte est une réelle intention, elle est cette parole qui touche, qui émeut, qui veut convaincre. Sans la parole, on basculerait dans le silence, le non-dit. Et la force de la parole réside dans son pouvoir de communication. C'est donc une chance d'en être doté. Et dans toute société, bien parler, avoir le mot juste, ce qui permet de faire infléchir une opinion, de la renverser, d'exprimer ce que l'on ressent, c'est essentiel. Puisque ma parole m'a amené aujourd'hui, devant vous, à m'exprimer. Je vais donc la laisser reposer pour vous faire réfléchir et agir à votre tour par cette invention de Jacques Charpentier. La parole est l'action ou n'est rien. Parler n'est pas polir des sentences, ou couler, faire des effets de manche. Poser pour le profil. Parler, c'est convertir. Je voudrais remercier Madame Locoli, ma professeure d'éloquence, qui m'a accompagnée et encouragée tout au long de ce projet. Et je voudrais vous remercier aussi pour votre attention et votre écoute. Mesdames et messieurs les membres du jury, est-ce que le couvre-feu nous apprend le sens de la liberté? La période de privation de liberté de circuler, de s'amuser, de se retrouver, le tout en groupe plus ou moins élargi est de retour et ce, au moins jusqu'à l'été 2021. Tel est le message qu'a transmis Emmanuel Macron à ses concitoyens, mercredi 14 octobre dernier, en pleine flambée des indicateurs de propagation de l'épidémie du coronavirus. Le temps de l'insouciance que nous avions connu durant l'été est alors bien derrière nous. Pourtant, le président Macron avait envisagé une sortie de crise. Lorsque le soleil brillait de mille feux et que les terrasses de bars et restaurants étaient bondées, le Covid semblant reculer. Nous sommes dans la deuxième vague. Le virus circule de nouveau très vite en Europe et dans notre pays, a répété le président. Donc après le confinement strict, place au couvre-feu des 18h à 6h du matin. Couvre-feu. Ce terme a immédiatement fait bondir les politiques, les journalistes, les juristes, les philosophes, les artistes, bref, tous les citoyens épris de liberté et qui n'ont eu de cesse de travailler la question, à travers leurs recherches ou leur production professionnelle. Le couvre-feu nous fait immédiatement penser aux heures sombres de l'occupation. Pourtant, le couvre-feu, sa base légale date de 1955. Depuis le début des années 2000, le couvre-feu était utilisé à plusieurs reprises, soit à la suite d'émeutes urbaines, notamment en 2005 lors de l'embrasement des quartiers populaires, suite à la mort de deux jeunes, Zied et Bouna. Certains maires en ont même fait un gadget publicitaire en prenant des arrêtés de couvre-feu pour lutter contre la délinquance juvénile, cassé ensuite par le tribunal administratif. Du coup, le couvre-feu n'est plus si étranger à nos valeurs républicaines, mais bien au contraire. C'est même un outil validé et autorisé par la loi et certains en abusent même. Alors oui, le couvre-feu entrave et empêche l'expression de notre liberté, notamment celle d'aller et venir comme bon nous semble, mais dès le Moyen-Âge, le terme était usité. Ainsi, dans la nuit noire, les cloches des villages sonnaient pour rappeler chaque famille de bien couvrir les feux, et ce afin d'éviter un incendie qui viendrait embraser la structure faite de bois et de paille. Comme on le voit, la prévention des accidents domestiques n'est pas l'apanage de notre temps, mais a toujours été une préoccupation française dans l'histoire. Les siècles suivants, Paris devient une ville dangereuse la nuit. Les crimes, notamment les attaques, parfois meurtrières, sont légion, et une sorte de couvre-feu tacite s'établit, les Parisiens évitant de sortir pour ne pas faire de mauvaises rencontres. La situation se détend à partir de 1830 avec la mise en place de candélabres venus éclairer les rues parisiennes. Le sentiment de sécurité ou la réduction du sentiment d'insécurité se développant à mesure que la lumière vient percer la noirceur de la nuit parisienne. Ce couvre-feu qui ne dit pas son nom se poursuivra, malgré la présence policière qui se durcira, la police pourchassant les rôdeurs tout en autorisant les commerces de nuit, cabarets et boîtes de nuit. C'est lors de l'occupation allemande que la France, et Paris en particulier, subissent directement un couvre-feu généralisé. Cette privation de sortie s'applique entre 20h et 6h du matin,
par les nazis avec la collaboration des autorités françaises. Bourvil et Jean Cavin, dans La traversée de Paris, montrent avec talent et humour le caractère absurde et liberticide du couvre-feu. Les jeunes d'aujourd'hui ressemblent pour certains d'entre eux à ces acteurs en essayant de se jouer de la police pour profiter pleinement de leur jeunesse, disent-ils. À la Libération, la France est donc libérée de l'occupant, mais aussi du couvre-feu, qui ne sera plus généralisé avant l'apparition du Covid. Ce lien de l'histoire entre l'occupation et le coronavirus n'est pas anodin. En effet, ce sont deux menaces réelles et mortelles qui peuvent, si l'État ne réagit pas, complètement détruire une société. Évidemment, le couvre-feu de l'occupation a été mis en place pour empêcher toute action de la résistance, tandis que l'actuel couvre-feu vise à empêcher tout regroupement permettant une accélération de la propagation du virus. L'état d'urgence est donc théorisé et voté par la loi du 3 avril 1955 afin d'encadrer cette mesure exceptionnelle qui vise à réduire les libertés individuelles pour mieux protéger les libertés collectives. Oui, car dans toute société, certains événements peuvent menacer la cohésion sociale et seul un ordre fort peut restaurer la stabilité garante de nos libertés. Bien sûr, depuis, à chaque période d'état d'urgence, le débat pour ou contre le couvre-feu, ou plus précisément le couvre-feu menace-t-il nos libertés, enflamme les bancs de notre Parlement, de nos universités ou de nos cafés s'ils sont encore ouverts. Il me semble pour ma part que le débat a été tranché par la loi et le couvre-feu a été déclaré constitutionnel par le Conseil d'État mais aussi par le Conseil constitutionnel, les deux plus hautes instances administratives garantes de la protection de nos libertés individuelles mais aussi collectives. Aujourd'hui, l'impact hautement bénéfique du couvre-feu et du confinement sur le recul net du virus n'est plus à démontrer. D'ailleurs, la quasi-totalité de la communauté scientifique mondiale est unanime sur le sujet. En attendant que chaque citoyen soit vacciné et que l'on atteigne une immunité collective, il faut que l'on accepte de renoncer partiellement, temporairement à nos libertés individuelles et collectives pour sauver nos sociétés. Ainsi, se vacciner, même si on est plus ou moins sceptique, c'est s'imposer de participer à l'effort collectif. Le président, en favorisant le couvre-feu au détriment du confinement, beaucoup plus liberticide, l'a d'ailleurs bien résumé en préférant responsabiliser qu'infantiliser. Vaccination individuelle pour une immunité collective, liberté individuelle pour nos libertés collectives, ce parallèle vient clore ma démonstration qui, je l'espère, vous aura convaincu du bien fondé du couvre-feu, limité au possible dans le temps que nous l'espérons tous. Mesdames et messieurs, les membres du jury, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, chers téléspectateurs, chers membres du jury, chers finalistes, nous nous retrouvons sans écho, et je m'en excuse. Les aléas du direct sont malheureusement implacables. Nous nous retrouvons donc sans écho, cette fois-ci pour la deuxième joute de ce concours d'éloquence Antoine Favre 2021. Celle-ci portera sur le sujet suivant, la sécurité doit-elle primer la liberté, et opposera M. Lauric Rater, qui défendra le pour, à Mme Camille Demeur, qui défendra le contre. Et sans plus attendre, nous pouvons commencer. Monsieur Rater, c'est à vous. La liberté consiste à pouvoir faire tout, ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Mesdames, Messieurs les membres du jury, chères contradictrices, cher public, maman également, je viens de vous énoncer les termes employés par l'article 4 d'un des textes fondateurs de notre démocratie, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La subtile articulation que laisse entrevoir ce texte entre ces deux notions, que sont liberté et sécurité, porte un nom, la loi. C'est par ailleurs comme cela que se parachève l'article 4 de la Déclaration. Ces bornes ne sont déterminées que par la loi. Or, la loi suppose toujours, pour l'individu, une logique sacrificielle. Toujours. La loi est nécessairement l'occasion d'un renoncement à soi, dans un but précis et déterminé, permettre la défense de l'intérêt supérieur qui est celui de la communauté. Ce n'est qu'avec ce renoncement à une part de liberté individuelle que la communauté peut assurer la sécurité. En contrepartie, et c'est là l'application de la théorie du contrat social sur laquelle notre démocratie repose, lorsque la communauté garantit la sécurité, la peur disparaît et la paix peut advenir.
Entre sécurité et liberté, leurs rapports sont par nature ambigus, d'autant plus en régime démocratique. L'une ne va pas sans l'autre. La sécurité apportant à la liberté les conditions de son bon exercice, et la liberté conférant en retour à la première sa raison d'être. Sans sécurité, la liberté reste nominale, et sans liberté, la sécurité vire aux ordres des cimetières. Mais l'histoire de ces 2 derniers siècles démontre surabondamment à quel point cette complémentarité de principes s'inscrit sur un fond de rivalité, comme entre 2 pôles de signes contraires, comme entre 2 sœurs ennemies. Si leur existence commune ne fait alors aucun débat, celui de leur équilibre est, lui, bel et bien controversé. Ainsi, la sécurité doit-elle primer sur la liberté? À cette interrogation, une seule réponse est possible. En effet, si la sécurité borne la liberté, c'est qu'elle en décide de ses contours, de ses frontières, de son étendue. La sécurité est alors de fait supérieure à la liberté. La sécurité protège autant qu'elle restreint, ne l'oublions pas. Les 2 faces de cette même pièce confèrent à la sécurité la place qui lui est intrinsèquement due, celle d'avoir la primeur sur la liberté. Je me dois dès lors de me rapprocher de la pensée de Hobbes, qu'il a développée au sein des théories du contrat social, portant en étendard la protection de l'ordre et des individus. Pour lui, le primat de la sécurité sur la liberté ne souffre d'aucune discussion. Il n'y a de liberté que par une sécurité sans faille, portée par un pouvoir certes républicain, mais absolu. Sa maxime s'énonce ainsi: tout vaut mieux, y compris les plus strictes restrictions aux libertés, que le retour à l'état de nature, que le retour à l'état de guerre, de tous contre tous. La sortie de l'insécurité se paye alors nécessairement au prix fort, la conversion de la liberté naturelle au profit de la liberté civile, celle de la suggestion au prince, comprenant cette puissance souveraine. Devant cette souveraineté qui fait naître l'intérêt général, toute résistance doit céder. C'est la condition sine qua non de garantie du droit fondamental à la conservation de soi et des autres. Une pléthore d'illustrations viennent appuyer cette nécessité. La première d'entre elles est sans appel quant à la démonstration de la primauté de la sécurité sur la liberté. Je vous transmets ici la parole des 9 sages, à savoir la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'ordre public. Garantie de la sécurité des personnes et des biens, l'ordre public est regardé comme le bouclier de nos libertés les plus fondamentales. Le Conseil s'exprime ainsi: la préservation des atteintes à l'ordre public est nécessaire à la sauvegarde des droits de valeur constitutionnelle. J'emprunte ici toute la jurisprudence du Conseil s'étalant de 1981 à pour sa dernière illustration, le 4 avril 2019. Par ses décisions, il octroie à la notion d'ordre public, et donc à celle de sécurité, un véritable statut juridique, en faisant de leur sauvegarde un objectif à valeur constitutionnelle. Ainsi, il n'est pas de liberté possible dans une société où les individus craignent pour leur propre sécurité et celle de ses compatriotes. C'est ainsi que les autres pans du droit s'inspirent et s'inspireront de la parole des 9 sages pour faire primer la sécurité dans l'unique dessein qu'est celui de l'intérêt général. La dernière année venant de s'écouler, oui, vous savez, celle où nous avons tous appris à faire du pain à la maison, regorge d'illustrations démontrant toute l'importance de faire prévaloir sécurité sur liberté. L'instauration de l'état d'urgence sanitaire justifie, eu égard aux circonstances exceptionnelles et des menaces sans pareil pesant sur la sécurité de nos concitoyens, la prise de mesures restreignant nos libertés. Le Conseil constitutionnel, là encore, a validé le prononcé et la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, ces circonstances ne méconnaissant aucune exigence constitutionnelle. Il précise, pour définitivement clore le débat,
que la primauté de la sécurité se justifie, évidemment, eu égard à la vitesse et au développement de l'épidémie, ainsi qu'à l'état de catastrophe sanitaire mettant en péril la santé des citoyens français. La situation actuelle nous en ferait presque oublier l'un des plus grands projets de notre XXIe siècle, l'environnement. Combat ardemment défendu par notre jeunesse, pourtant défenseur de la liberté absolue. Je rappelle que nombre de mesures restreignant les libertés ont été validées et appliquées eu égard à cet objectif de sécurité environnementale. Je me réfère ici aux vignettes critères interdisant certains véhicules de circuler partant de pics de pollution. Également à l'affaire du siècle, qui a récemment condamné l'État. Et oui, même l'État peut se voir sa liberté restreinte pour des objectifs de sécurité. Enfin, selon le Conseil constitutionnel, toujours lui, la protection de l'environnement justifie des atteintes à la liberté d'entreprendre. Je prends ici pour exemple son arrêt récent du 20 janvier 2020 sur une affaire de pesticides. Passons désormais au droit pénal. L'essence même de cette matière porte sur la continuité de la paix sociale, sa préservation passant incontestablement par des restrictions de nos libertés dans le dessein de sécurité et de paix. Le sociologue et juriste français Pierre Lacombe l'exprime parfaitement. L'utilité sociale exige de nous des réactions sévères. Les crimes les plus pernicieux et par conséquent les plus graves sont ceux qui attaquent la sécurité publique, ceux qui attaquent le fondement de notre ordre public. Les réactions du législateur ont été à cet égard à la hauteur des défis portés par ces dernières années. Je parle ici des réponses face aux risques terroristes. Ces législations, soutenues par le magistrat Marc Trévidic, ont permis de codifier en droit commun certaines infractions les plus graves. Je parle ici par exemple de l'apologie du terrorisme. Il faudra espérer que ce défi sera également relevé face aux problématiques futures. Je parle ici de la cybersécurité et également de la cyberhaine, cette nouvelle ère de sécurité numérique ayant déjà fait l'objet de décisions récentes de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 2 mars 2021, validant les restrictions de nos libertés. Enfin, quelle plus grande preuve de légitimité que de faire prévaloir la sécurité sur la liberté, que le peuple lui-même décidant de son propre destin. Ainsi, les citoyens de l'Hexagone, pour 68% d'entre eux, se sentent en insécurité. À Nice, je vous le rappelle, ville la plus sûre de France, les citoyens se sont déclarés pour la reconnaissance faciale et les caméras de surveillance. Également, 6 Français sur 10 sont favorables à l'article 24 sur la loi de la sécurité globale. Enfin, nos chers compatriotes, 67% d'entre eux sont prêts à restreindre leur liberté face aux risques terroristes. Chaque citoyen restreignant une part de sa propre liberté pour la sécurité de tous. L'histoire nous enseigne qu'une civilisation, pour garder la maîtrise de son destin, doit se donner les moyens de sa sécurité. Telles étaient les paroles de Jacques Chirac. En effet, la préservation de la sécurité de tous doit primer, coûte que coûte, notre seule liberté individuelle n'étant que très peu entravée face à toute l'importance que revêt l'intérêt général et la sécurité. Je laisse alors ma contradictrice répondre à une question. Liberté, liberté, chérie, oui, mais à quel prix? Merci, Monsieur Ratter. Madame Donneur, vous avez maintenant la parole. Mesdames et messieurs les jurys, chers contradicteurs et chers auditoires, en dépit de tout ce que mon adversaire a pu vous évoquer, à la question de la sécurité doit-elle primer la liberté, avec espoir que ma voix résonne même là où vous vous situez, haut et fort, je vous clame non, surtout pas. Et au-delà du fait que l'on m'ait désigné pour défendre cette opinion, je dis non, car j'en suis intimement convaincue et je le resterai,
Quoi qu'il en soit, l'enjeu de cette question étant bien trop important. Ces deux notions, si aujourd'hui ont déjà été définies par mon adversaire, je me dois de vous donner ma conception de ce qu'elles sont. La sécurité, c'est ce qu'on nous oppose pour nous réduire à une certaine forme d'inactivité. Elle retentit pour nous dissuader d'aller plus loin dans notre entreprise. Elle puise ses racines étymologiques dans le latin « securus », qui veut dire « dénué de soucis ». Ainsi, sécurité rime avec tranquillité. Et bien sûr, la tranquillité est sans conteste agréable. Imaginez une société exempte de crimes, exempte d'infractions, exempte de vices. Quoi de mieux pour une cohabitation tranquille? Mais la liberté dans tout cela, la liberté, cette capacité à être autonome dans son existence, à disposer de soi-même et à espérer ne pas être contraint d'aller à l'encontre de son intérêt personnel. Où est-elle? Bien sûr, la sécurité a ses charmes, mais à cette dernière incombe-t-il l'obligation de prendre le dessus sur la liberté? Je persiste, non. Pour vous démontrer cela, je commencerai par vous évoquer quelque chose que vous ne pourrez contester connaître. Liberté, égalité, fraternité. Je vous épargnerai l'historique de cette formule qui siège fortement en France depuis 1848. Cela fait donc 173 années que cette devise et que la liberté trône à sa place en son nom dedans. 173 années qu'elle est énoncée en premier quand il en va de nos valeurs républicaines. L'article 89 de notre Constitution considère d'ailleurs cette forme républicaine du gouvernement comme impossible à faire l'objet d'une révision. Dès lors, on peut y associer tous les attributs de la République française. Permettez-moi de vous souligner que la sécurité est absente de cette devise. Elle ne revêt pas le même caractère primordial que la liberté. Que l'on m'explique alors comment il serait possible de faire primer la sécurité sur la liberté sans bafouer un principe cardinal de notre République, de notre démocratie, ou bien sans tout simplement se voiler la face quand on sent ce que l'on donne aux choses. Au-delà de cela, il me faut parler d'un concept cher à notre science juridique, la pyramide des normes. Au sommet de cette pyramide se trouve comme norme suprême la Constitution ainsi que plusieurs autres textes reconnus dès 1971 par le Conseil constitutionnel. Je m'attacherai parmi ceux-ci au préambule de la Constitution de 1946 et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ces deux textes fondamentaux ont le point commun d'asseoir la liberté des individus qui, je cite, article 1er, cher contradicteur, de notre déclaration, naissent et demeurent libres. Et, cher contradicteur, encore une fois, ne vous en déplaise, la sécurité est absente de la Déclaration des droits de l'homme, ne trouve sa place qu'au 11e alinéa de notre préambule et dans sa dimension matérielle, et ne fait qu'une timide apparition dans notre Constitution à l'article 73. Je pourrais donc me cantonner à une analyse des textes à autorité suprême pour démontrer mon propos. Mais cela serait resté dans la théorie et je pense que mon propos peut être appuyé par de la pratique. Pratique qui est indéniable de par sa réalité factuelle. Allons-y. En 2001, le Congrès américain adopte le Patriot Act. Ce texte, toujours en vigueur aujourd'hui, s'inscrit dans une volonté de répliquer à la menace terroriste. Que permet-il? Des mesures de sécurité accrues, pour ne pas dire exagérées, comme des écoutes téléphoniques, du cyberespionnage et d'autres. Pour revenir à un exemple français, me vient assez facilement en tête le décret du 14 novembre 2015 qui proclame l'état d'urgence, également pour réagir à la menace terroriste. En Chine et ailleurs, pour certaines infractions commises, vous encourez la peine de mort. Dans ces trois situations, on punit
certaines de vos plus précieuses libertés, comme la liberté à la vie, la liberté d'expression, la liberté de protéger sa vie privée, et j'en passe. Mon objectif, en vous parlant de cela, est de vous illustrer que, malgré ces mesures qui se veulent sécuritaires, faire prendre l'avantage à la sécurité sur la liberté ne fonctionne pas. Nous sommes en 2021, le terrorisme n'a pas tant reculé, il a peut-être même avancé maintenant que vous êtes menacés d'exercer votre métier. Et dans aucune société, la peine de mort n'a permis une diminution de la délinquance. L'individu motivé, continuant de se moquer éperdument de ce qu'il encourt, pourvu qu'il ait atteint son but criminel. Je poursuis. La sécurité, a priori prêchée comme une vertu dont tout le monde bénéficierait, est en réalité une notion très subjective. Vous l'avez mentionné, nous sommes depuis un an dans une situation où nous avons à composer avec une pandémie. Ainsi, à travers le globe, toutes, ou presque, toutes les populations sont restées enfermées chez elles, contraintes de ne sortir que pour le strict nécessaire. Des individus sont donc restés enfermés, seuls et parfois dans des logements qui ne sont pas plus grands qu'une chambre. Et maintenant, nous avons le couvre-feu qui nous donne l'impression d'avoir la porte ouverte quand nous sommes délibérément enfermés. Nos libertés souffrent depuis un an. Elles souffrent et quel est le bilan? Bien sûr, nous endiguons la propagation du virus. Bien sûr, la sécurité sanitaire s'en porte bien. Mais pour autant, sommes-nous réellement en sécurité? Savez-vous que 50% des étudiants ont perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire? Savez-vous que certains volent pour pouvoir manger? Sans parler de tous les commerçants qui voient leur entreprise couler petit à petit. Vous sentez-vous, chers contradicteurs, en sécurité face à votre avenir? Là où je veux en venir, c'est que l'assurance de la sécurité ne veut pas dire sécurité pour tous et ne veut pas non plus dire sécurité dans tous les domaines. Cette sécurité est donc incomplète. Pour moi, elle est factice. Et sacrifier quelque chose d'aussi fondamental que la liberté pour obtenir un résultat partiel, c'est un peu comme acheter un code civil qui sera obsolète dans moins de 12 mois. Ça fait réfléchir à deux fois. Alors bien sûr, je commence à parler d'extrême, vous me direz. Pourtant, l'extrême est si vite arrivé. Alors osons l'affronter. L'article 16 de la Constitution régit un mécanisme qui permet de protéger une population entière. Les pleins pouvoirs au président pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions afin de protéger sa population. Très bien, quel merveilleux outil! Mais quelle illustration avons-nous de l'activation de cette mesure? Effectivement, plusieurs. Mais l'une d'entre elles est alarmante. Car le 10 juillet 1940, alors que la loi constitutionnelle accorde les pleins pouvoirs constituants illimités au maréchal Pétain, le peuple français, les citoyens français disent adieu à leur existence de peuple souverain et de peuple libre. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Des innocents massacrés, une population divisée, un régime totalitaire oppressant et la liberté à l'agonie. Alors voilà, mesdames et messieurs le jury, voilà dans quel état je suis quand on me demande si la sécurité doit primer la liberté. Un état de révolte qui me fait dire que si nous en arrivons là, c'est nier tout le progrès qui a été fait en cette matière depuis quelques années, voire plus. Et surtout, ce serait dépouiller l'individu d'une partie de son essence, car nous naissons libres avant d'être en sécurité. Et je terminerai en me permettant quelques mots qui appartiennent à Victor Hugo. Sauvons la liberté sauve le reste. Dans mon interprétation, cela est une obligation de défendre la liberté coûte que coûte, au risque de tout perdre. Et cela n'est pas souhaitable. Merci. Je vous remercie, Madame Demeure, pour votre plaidoirie. Monsieur Ratter, vous disposez maintenant d'un droit de réponse de 2 minutes. Monsieur Ratter, vous avez désormais la parole pour droit de réponse. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Merci.
Je disais donc, ma chère contradictrice, merci pour votre discours éloquent. Vous m'avez interpellé sur une question qui m'a touché. C'était celle de savoir si je me sentais en sécurité par rapport à mon avenir. Je vous réponds oui. Pourquoi, me direz-vous? Car j'ai confiance en l'intérêt général et en la société française. Vous avez cité la devise de la France, liberté, égalité, sécurité. Pourquoi, à votre avis, cette devise perdure depuis si longtemps, depuis près de 2 siècles, grâce à la sécurité portée par un intérêt général qui a toujours été défendu et combattu par les institutions françaises. Notre secret, à l'inverse des États-Unis et de la Chine, exemple que vous avez mentionné, notre socle commun, notre clé de voûte, c'est notre proportion. Oui, la sécurité prime et primera toujours sur la liberté. Grâce à cette clé de voûte, à nos institutions françaises qui se battent pour que cette sécurité soit proportionnée et nécessaire, comme dans toutes les décisions du Conseil constitutionnel, ces mots apparaissent, il est donc essentiel de garder ce cap et ne pas tomber, et vous avez raison, dans les exemples extrémistes que sont la Chine et les États-Unis. Je finirai donc par une citation. Pour se servir de sa raison, nous avons besoin de sécurité et de tranquillité. À vouloir beaucoup trop de liberté, nous reviendrons, comme le disait Hobbes, à l'état de guerre. Remercions notre pays pour ce cadre qui nous permet de pouvoir vivre comme nous vivons actuellement. Je vous remercie. Madame Demeure, vous avez désormais la parole pour votre droit de réponse. Cher contradicteur, j'entends très bien ce que vous dites. Toutefois, je relève une grossière erreur dans ce que vous avez pu formuler. Êtes-vous vraiment convaincu de ce que vous avancez quand vous dites que la sécurité doit primer la liberté au point de déformer la devise nationale pour inclure la sécurité dedans? L'êtes-vous? Car j'ai relevé que vous avez fait énormément de références, ce qui démontre bien sûr une culture admirable. Mais j'aimerais quand même vous poser la question, vous, qu'est-ce que vous avez à dire personnellement de ceci? Enfin, j'aimerais conclure avec quelque chose qui va laisser de côté le juridique, qui va laisser de côté les références grandioses, et simplement je vais m'adresser à vous, à tous ceux qui m'écoutent à présent. Quand vous étiez enfant, auriez-vous préféré que la figure parentale ou la figure d'autorité vous restreigne dans la découverte de la vie en vous imposant la sécurité? Auriez-vous préféré que le jour où vous avez essayé de faire vos premiers pas, on vous rattrape en vous disant non, 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 vous allez tomber? Non, la liberté doit être exercée. Elle le doit, avant toute chose, car c'est l'essence de l'homme d'être libre. Et c'est d'ailleurs un principe qui fonde la construction de la loi, qui fonde la construction de la jurisprudence et de tout ce que vous avez pu citer. Merci. Je vous remercie, cher plaideur, pour ces superbes plaidoiries. Nos 2 joutes étant désormais closes, 4 finalistes ayant désormais plaidé, nous allons maintenant marquer une pause pendant laquelle le jury pourra se retirer pour délibérer. Nous nous retrouverons donc à partir de 16h pour l'annonce des résultats. Et nous nous excusons encore une fois pour la gêne provoquée par mon micro qui provoquait de l'écho. En attendant, l'association Juriste Entreprise souhaite remercier et vous présenter l'ensemble des partenaires de ce concours d'éloquence Antoine Favre 2021 et le soutien, car leur soutien nous permet chaque année d'organiser cet événement d'une qualité qui en a trait maintenant plus d'un. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs les membres du jury, chers finalistes, chers spectateurs, mais également chers participants de ce concours, les participants de la première phase qui nous regardent, avant de laisser monsieur Berthier, président du jury, vous annoncer le classement de nos 4 finalistes pour cette 10e édition du concours d'éloquence Antoine Favre 2021, nous avons quelques annonces à faire. En premier lieu, nous souhaitons remercier chaleureusement l'ensemble des 41 participants de cette année. Nous savons ô combien l'exercice de l'art oratoire est difficile devant une caméra et devant un micro, en particulier dans cette période difficile. C'est pourquoi l'association Juriste Entreprise souhaite offrir une médaille que voici, à l'ensemble des 41 participants de la première phase du concours, ainsi qu'aux élèves de 3e, Anaïs et Sabri, pour leur exceptionnelle performance. Également, nous profitons de ce moment pour annoncer officiellement le lancement d'un petit concours hors catégorie, regroupant 3 piliers du concours Antoine Favre. Dans les prochains jours, nous allons donc pouvoir diffuser sur nos réseaux sociaux des prestations tournées dans les mêmes conditions que celles de la première phase du concours d'éloquence Antoine Favre de cette année, de cette 10e édition, de maître Marion Célis, lauréate de la 2e édition du concours, de madame Élise Bégin, lauréate de la 7e édition, et de madame Lily Levent, finaliste des 8 et 9e éditions. Nous aurons donc l'honneur de diffuser le grand retour de ces colosses de l'éloquence pour des prestations inédites. Nous vous invitons donc à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien louper. Enfin, il est temps pour moi d'aborder une partie qui en intéresse certains, celle des lots. Nous remercions encore une fois nos partenaires qui nous ont permis de nous doter d'une multitude de lots pour cette année. En particulier, nous aimerions remercier la librairie Garin, qui est la plus vieille librairie de Chambéry, qui a préparé des lots variés pour chaque finaliste, qui sont, celles aussi, remplis de livres et de petits lots en tout genre. Également, nous aimerions remercier tout particulièrement maître Alexandra Gasque-Misian, qui nous a permis de nous doter de suffisamment de lots, de livres notamment, non pas pour les 4 finalistes de ce concours, mais bien pour les 10 premiers participants du classement de la première phase. Également, nous avons le plaisir de vous annoncer que maître Marion Célis, que nous remercions chaleureusement, a proposé d'offrir aux gagnants de cette finale un stage d'1 semaine à ses côtés. Nous aimerions également remercier l'Atelier du Cil et madame Sylvie Fus qui s'est proposé d'offrir à la gagnante, ou au gagnant d'ailleurs, une extension de cils complète. En outre, une mention spéciale à l'intention de nos 4 finalistes. Madame Jessica Pernet-Vincent et monsieur Jérôme De Almeida, les créateurs de ce concours d'éloquence Antoine Favre, auront le plaisir de vous faire parvenir une lettre à votre attention pour vous remercier personnellement de continuer à faire vivre ce concours au bout de 10 ans. Enfin, et je terminerai par cela, monsieur Gérard Cusin, gouverneur du Lions Club, réserve des lots d'exception pour nos 4 finalistes, mais je lui laisserai le plaisir de les présenter plus en détail. Mais trêve de palabres, revenons à l'annonce du classement par notre jury d'exception qui, je le rappelle, car malheureusement ma voix résonne peut-être dans cette pièce mais également dans mon micro, qui est composé de M. Florent Viau, maître de conférence et vice-doyen aux affaires générales de la faculté de droit de Chambéry, M. Gérard Cusin, gouverneur du Lions Club et président des conciliateurs de justice de la Cour d'appel de Chambéry, Mme Mota Arré-Bollon, maître de conférence, directrice du Master droit des affaires et du département droit de la faculté de droit de Chambéry, Maître Alain Marter, avocat, ancien bâtonnier et représentant de l'Ordre des avocats de Chambéry, Madame Claudia Seymour, professeure à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, et ancienne enquêtrice et conseillère en protection des droits de l'homme auprès de l'ONU, et notre président, Monsieur Bruno Berthier, maître de conférence et doyen de la faculté de droit de Chambéry, qui nous fait encore une fois l'honneur de présider ce jury. Nous nous excusons également pour les problématiques techniques qui ont pu survenir durant ce live. Malheureusement, les aléas du direct sont toujours aussi implacables et cruels. Nous vous prions donc de nous excuser si, normalement, le problème d'écho est résolu, mais si, d'aventure, une vidéo, peut-être d'un des membres du jury, puisse sauter pendant l'annonce du classement. Eh bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à laisser la parole au président et à l'ensemble du jury. Monsieur Berthier, si vous le voulez bien. Merci, cher Nemo. Alors, les membres du jury vous prient, chers
téléspectateurs de bien vouloir excuser le temps qu'ils ont pris pour délibérer, qui explique ce retard avec lequel eh bien, nous sommes, par mon intermédiaire, capables de vous donner le classement. Mais ce retard et cette longueur des délibérations vous permettent d'augurer que voilà, le classement a été difficile à établir. Le concours et cette finale, donc c'est de cette 10e édition du concours, s'est révélée, et la finale particulièrement, d'un niveau très homogène. Et donc voilà, nous avons au sein du jury, après donc des discussions assez longues, réussi néanmoins à nous mettre d'accord donc sur le classement que je vais vous annoncer maintenant. Nous avons été particulièrement sensibles, c'est la raison entre autres pour laquelle voilà, nous avons été un petit peu longs pour délibérer, aux conditions dans lesquelles chers candidats, eh bien, vous avez dû donc offrir aux membres du jury, comme à tous vos spectateurs, votre prestation. Il n'est absolument pas évident hein, donc de plaider seul, voilà, devant un écran d'ordinateur, dans un lieu qui peut être à la fois un lieu habituel et un lieu qui, quand on est dans sa chambre d'étudiant, voilà, manque de la sonalité nécessaire donc à l'exercice. Donc nous avons essayé de véritablement opérer donc une cote mal taillée dans nos appréciations en tenant compte de cette difficulté-là et en appréciant voilà, autant la forme que le fond dans ce contexte. Alors sans plus tarder, je vous annonce ce classement. En partant de la 4e place, nous avons donc décidé d'attribuer la 4e place de cette finale à Madame Afaf Tijaï, donc, qui était opposée à Monsieur Erwan Demeter. Ensuite, en remontant ce classement, nous trouverons... Monsieur le Président, si je puis me permettre, simplement pour prévenir également nos chers téléspectateurs que la caméra de Madame Tijaï a un problème, mais elle vous entend et elle vous voit. Voilà, simplement pour vous le préciser. Très bien. Bien. Nous trouvons ensuite à la 3e place Madame Camille Demeure. Voilà, et le jury a été particulièrement sensible au fait que ces deux étudiantes soient des étudiantes de premier cycle, hein, de L2 et de L3. Et voilà, nous apprécions vraiment à sa juste valeur hein, la prestation d'étudiantes donc engagées dans un premier cycle universitaire. Sera donc sur la seconde marche du podium, si vous me permettez voilà, cette facilité avec une comparaison sportive, Monsieur Loric Rater. Et puis, vous pouvez le deviner, eh bien, le vainqueur de cette finale sera un étudiant de L2 qui donc est engagé dans une formation hybride entre le droit et la science politique. Et donc, voilà, je veux bien sûr nommer Monsieur Erwan Demeter. Alors, je vous félicite tous, hein, chers candidats. Voilà, les membres du jury pourront, s'ils le désirent, voilà, conforter mes dires. Nous avons vraiment hésité, hein, c'était très serré. Si nous avions regardé uniquement la qualité formelle de vos prestations, le classement n'aurait peut-être pas été celui-ci. Si nous n'avions au contraire pris en compte que la spécificité donc des références que vous nous avez donc présentées, en quelque sorte, si nous n'avions regardé que l'argumentation juridique dans sa pertinence, eh bien le classement, là encore, n'aurait sans doute pas été celui-ci. Mais voilà, le concours eh bien, a sa propre logique. Il doit permettre à des candidats de briller par la forme autant que d'être, si possible, convaincants par le fond. Et donc, quand on a
essayer de prendre en compte et de joindre voilà, tous ces critères. Eh bien, nous avons donc ainsi décidé d'attribuer en quelque sorte la couronne de laurier pour cette 10e édition à Monsieur Erwan Demeter, mais voilà, ces dauphins n'ont absolument pas failli, et vraiment, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Hein. Voilà, sans trahir le secret des délibérations, nous avons établi 2 classements en fonction des critères que je viens d'évoquer, et ce n'était pas forcément voilà, le même classement qui apparaissait chaque fois. Donc, mais voilà, les autres membres du jury, mes confrères en l'occurrence, donc en la matière, est-ce que vous voulez préciser, voilà, avec vos propres mots, voilà mon propos qui, je l'espère, résume voilà l'état de nos discussions, ou le contenu plutôt de nos discussions. Mesdames, notamment Bollon, est-ce que vous voudriez vous exprimer, Maître Marter, Monsieur Cusin? Non. Eh bien, je crois que nous avons voilà, tout dit. Chers organisateurs du concours, je vous laisse volontiers reprendre la main pour la suite donc de cette cérémonie désormais. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie également, vous, chers membres du jury, pour vos analyses, pour vos remarques qui sont passées au travers du discours de Monsieur Berthier et qui, j'en suis sûr, ont su toucher nos finalistes et se graver dans leur mémoire. D'ailleurs, à ce propos, nous remercions bien évidemment les finalistes, d'une part pour leur classement, mais également pour leur participation. Monter jusqu'en finale, c'est un exploit, c'est un plaisir, c'est un honneur. Et je sais que cette expérience restera également gravée dans votre mémoire, tout comme vos classements sont gravés dans le verre des trophées qui vous seront bientôt livrés. Mon rôle pour cet événement touche maintenant à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis tout au long de cette finale, malgré les petites difficultés qui ont pu survenir. Vous savez, ce concours, c'est une opportunité magnifique de promouvoir l'art oratoire et l'éloquence auprès des étudiants de toute l'université Savoie-Mont-Blanc. Un moyen pour beaucoup, dont je fais partie, de se découvrir une passion qui vous construit, une passion qui vous élève et une passion qui vous fait vivre. Ce fut donc un véritable honneur que d'avoir pu organiser cette 10e édition avec l'aide de l'association Juriste Entreprise, de nos partenaires, de la faculté de droit, mais également avec le soutien de notre inébranlable, infatigable et splendide présidente, Madame Hélène Ravix. Encore merci pour avoir fait vivre ce concours pendant 10 ans, puisse-t-il vivre 10 ans de plus. Je vous remercie et je cède ma place à Madame Hélène Ravix, présidente de l'association Juriste Entreprise. Eh bien, mesdames, messieurs, chers membres du jury, chers participants, je tiens à vous féliciter de vive voix. Et pour les spectateurs, ce coup-ci, je l'espère, sans écho, sachez, chers participants, chers finalistes, que vous êtes l'âme de ce concours. Vos prestations ont largement contribué au succès de ce concours. Je vais faire bref. Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cet événement. Chers membres du jury, nous sommes honorés et nous vous remercions. Cette 10e édition, et non sans émotion, est désormais close. Nous remercions tous les spectateurs de nous avoir suivis et rendez-vous l'année prochaine. Merci. Je crois que M. Cusin voulait parler. Eh bien, M. Cusin, je vous laisse le mot de la fin alors. Écoutez, je vais être bref, mais puisque Nemo Janvois a annoncé des prix, je ne sais pas comment il les a qualifiés exactement, mais enfin il a laissé espérer des choses extraordinaires. Je voulais vous dire que le Lions Club International que je représente, et au nom de tous mes amis de Chambéry, Aix-les-Bains, Doyen, le club auquel j'appartiens, nous vous adresserons très prochainement
Alors, au premier, un chèque de 150 €, au second et troisième de 100 € et à la quatrième de 50 €. J'ajoute que le Lions Club, vous le connaissez peut-être, nous sommes investis dans la solidarité, nous aidons les malades du cancer, les chercheurs d'emploi. En ce moment, nous aidons énormément dans le district dont je suis le gouverneur, les étudiants, un peu partout, à Valence, à Grenoble, à Lyon, sous toutes sortes de formes, par de l'aide alimentaire, par la fourniture d'articles scolaires, par l'aide dans la recherche de jobs complémentaires. Nous sommes très très actifs dans ce domaine-là. C'est pour nous un honneur d'être à vos côtés, aux côtés de Juris Entreprises. Depuis l'origine, nous sommes très très heureux de participer avec vous, d'être ainsi aux côtés de l'Université Savoie-Mont-Blanc, aux côtés du barreau. C'est très très important pour nous et nous profitons chaque année de cette circonstance pour rappeler la mémoire de juristes qui ont appartenu à notre club et que nous avons toujours dans nos cœurs. Je veux parler notamment de Maître Maurice Dorier et du professeur de Cotigny. Voilà, je vous remercie beaucoup et bravo aux 4 finalistes. J'ai participé aux délibérations. Je peux témoigner que ces délibérations ont été difficiles, tant les uns et les autres, chacun, vous aviez des arguments, vous avez su faire valoir vos arguments. Merci infiniment. Merci monsieur, merci à vous.